Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle session et cette rencontre avec une entreprise et en l'occurrence une ancienne élève du lycée français de Vienne qui nous présente son entreprise. Bonjour Angela. Alors Angela Fegel, je crois que je prononce bien. Tout à Euh, fait. tu es une ancienne du lycée français de Vienne et ta société s'appelle Digital 360. Alors, je vais pas me risquer à expliquer tout ce que fait ta société parce que je risquerais de dire des bêtises, mais peut-être en quelques mots, je peux dire que tu proposes des services de conseil en transformation digitale et des formations aussi de tout nouveau, tout niveau, tout niveau. Mais surtout, tu as souhaité nous parler de quelque chose qui te tient à cœur, c'est le fait d'être une parentrepreneur, c'est-à-dire à la fois entrepreneur et parent. Et tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que pour toi c'était important de parler de ça dans cet atelier. Alors je te donne la parole, Angela, peut-être en quelques mots si tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que fait Digital 360. Je te laisse la parole, c'est à toi. Merci beaucoup. Dominique, tu peux juste confirmer qu'on m'entend bien? Je sais qu'on me voit pas On forcément, t'entend mais on m'entend. extrêmement bien, tout va bien. Très bien, parfait. Donc, bonjour tout le monde et surtout, merci de m'avoir donné, cette occasion de vous présenter un tout petit peu mon parcours qui, j'espère, à travers mon expérience, pourra être un peu enrichissant pour vous aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de parler français les 12 dernières années. Quand on est ancien d'un lycée français du monde, des fois, on est dans des coins du monde où on ne parle pas français dans un cadre professionnel. Donc c'est la première fois en 12 ans, je m'excuse d'avance et je ferai de mon mieux. Donc je vais vous donner un tout petit peu des infos sur mon parcours et peut-être aussi, la raison, comme on dit en anglais maintenant, le why, de pourquoi j'ai monté mon entreprise et je serais ravie après d'échanger avec vous si vous avez des questions, sur, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais et pas mal d'autres aspects aussi sur les activités que j'accompagne. Donc, Dominique l'a déjà dit, je suis une ancienne du lycée français de Vienne. J'ai fait mes études de gestion en Autriche et ensuite je suis partie et j'ai vécu, hors d'Autriche pendant plus que 19 ans. J'ai vécu en France pendant un petit moment. J'ai travaillé à la Paris Business School, j'ai travaillé à HEC, j'ai travaillé à EM Lyon. Donc, j'ai vu un peu l'aspect académique de tout ce qui est formation, de tout ce qui se passe dans le monde de la formation au niveau initial, au niveau académique. Peut-être certains d'entre vous sont toujours dans ce domaine-là. Et puis ensuite, j'ai intégré le monde de la formation continue, la formation professionnelle, donc tout ce qui est des formations qui sont pour des soit jeunes, soit, des professionnels un peu plus âgés, voire des seniors, leaders managers qui ont, 20-30 ans d'expérience des fois et ça vaut quand même le coup de revisiter, des fois certaines bases et de voir un peu, ce qu'ils font dans le monde de la formation. Donc très fortement axé coaching, leadership, management et une fois ayant fait ce tour, du niveau quand même, axé académique, j'ai intégré une société de, jeux d'entreprise ou business game comme on dit. Parce que à travers, 15-16 ans où j'ai, fait le design et puis tout ce qui est, formation, j'ai vu très rapidement, le côté un peu joueur, on va en parler tout à l'heure, à quel point c'est important de garder ce côté, jeu, ce côté fun, à tout ce qui est aspect formation. Et j'ai fini mon parcours professionnel classique, disons, avec, une entreprise qui s'appelle MPS Interactive et qui fait tout ce qui est formation digitale, e-learning, très classique et peut-être, pas super intéressant, jusqu'à utiliser, tout ce qui est, augmented reality, donc AR, VR dans la formation et plus loin. Et considérant ayant fait le tour, je me suis dit, «Je pense qu'il est temps pour moi de me mettre à mon propre compte et d'essayer de voir, si les choses que j'ai apprises pendant plus que 20 ans, il y a peut-être un marché pour ça». Dominique l'a dit, je suis, parent, je suis, parent entrepreneur, donc j'ai monté ma propre entreprise Digital 360. Je vais vous dire un tout petit peu ce qu'on fait et en plus je l'ai montée avec, mon mari. Donc c'est une chose, qui est pas très fréquente. Le monde des parents entrepreneurs est plutôt petit et j'ai ravie aussi de vous
répondre à vos questions peut-être tout à l'heure qui disent, mais c'est quoi en fait? C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Parce que moi, ayant fait des études de gestion, j'ai entendu et appris tout ce que vous voulez sur le monde de l'entrepreneuriat. C'est une start-up et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un business plan et tous les trucs qui vous expliquent, qui sont super, voilà, très bien structurés. Ça a l'air tellement simple et la réalité n'est pas tout à fait aussi simple. C'est la même chose, d'avoir une famille et d'avoir des enfants et quand on essaie de combiner les 2, c'est pas toujours évident. Mais ce qui est encore moins évident, c'est qu'en plus des le monde de la formation, ça continue, ça s'explique, encore, disons. Mais quand on est dans tout ce qui est ce qu'on appelle gamification, donc la vraie théorie des jeux, dans la formation, ça devient, vite, compliqué. Je sais que mes parents, pendant les 10-15 premières années de mon travail, m'ont toujours dit, ils avaient pas envie de parler avec moi de mon activité professionnelle. Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais c'est quand même bizarre, ça doit les intéresser quand même ce que je fais, et moi dans ma vie quotidienne» et j'ai réalisé que quand je leur expliquais au début que je faisais de la gamification, c'est-à-dire essayer de trouver des aspects de jeu à entrer dans la formation, ils pensaient que j'étais dans le jeu hasard, dans le gaming. Donc j'ai très rapidement réalisé que, non seulement, j'étais dans une niche, mais j'étais dans une niche qui est pas forcément très mainstream, qui est pas forcément très bien, comprise, y compris par ma propre famille qui pendant de longues, longues années pensait que je faisais, voilà, des choses semi-légales ou semi-illégales. Heureusement, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est la théorie de comment apprenons-nous, qu'est-ce qu'on fait, pour apprendre, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans tous les aspects neurologiques, quand on apprend, ça m'est venu au secours et depuis que j'ai expliqué à ma famille que je faisais de la neuroscience, ça va beaucoup plus mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai assisté aujourd'hui, une grande majorité des sessions et j'ai vu que vous avez, vraiment fait le tour de, quelles sont les choses que les entreprises cherchent avec les jeunes professionnels. Vous avez posé beaucoup de questions de, quels sont les parcours qui sont les mieux? Qu'est-ce que vous conseillez qu'on fasse? Comment je dois faire pour avoir un stage? Même comment faire pour monter ma boîte? Comment faire pour bouger à l'international? Il y avait énormément de questions et je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que vous êtes complètement dans l'aspect de nous sommes des jeunes professionnels, nous avons envie de bouger, nous avons envie de mettre en route notre carrière et je me suis dit en ce moment-là, vous êtes, actuellement dans une assez bonne période parce que les entreprises, heu, cherchent des jeunes professionnels partout et de partout. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la Grand Resignation. C'est la réalité, c'est que, c'est un marché pour les gens qui cherchent des emplois et pas l'inverse. Pendant de longues années, 15 à 20 ans, c'était l'inverse. Il fallait vraiment se battre pour avoir un job. Là, c'est plutôt les entreprises qui vont se battre pour vous. Et je me suis dit: «Je vais vous donner un tout petit peu, un aspect, ou peut-être quelques chiffres hein, qui vont vous faire réaliser à quel point, non seulement les entreprises vous cherchent et quelles sont les choses que vous devriez peut-être chercher dans une entreprise». Parce que forcément, hein, c'est juste génial la Banque mondiale, hein, j'ai entendu ça, forcément ça fait rêver. Il y a beaucoup d'autres, entreprises, qui font rêver dans le monde, rien que par leur nom. Il y a, certains d'entre vous qui ont peut-être plus envie de se lancer, dans leur propre activité. Ça peut être tout assez charmant et il y en a d'autres qui ont peut-être encore envie d'explorer un peu par des stages. Peu importe ce qu'il y a, ce que j'aimerais un peu attirer votre attention à ce qui se passe actuellement sur le marché du travail de la perspective des entreprises. Donc je vais vous donner quelques chiffres, et ça vous aidera aussi à comprendre dans l'activité dans laquelle moi je me suis lancée. La plus grande raison, donc Covid n'a forcément pas aidé parce que beaucoup de gens se sont posé des questions: «Est-ce qu'on est vraiment dans la bonne activité? Est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on a absolument envie de faire?» Mais les problèmes que je veux vous citer, ils étaient déjà là avant. C'est juste avec Covid, on a mis un peu plus d'ampleur là-dessus. Donc un des chiffres montre qu'une plus grande empathie de la part du supérieur inciterait 92 des employés à rester chez leur employeur actuel.
Donc, c'est toujours quelque chose que je vous conseille de voir et de regarder. Le nom d'une entreprise, l'activité que vous allez faire, c'est interchangeable et je vous assure qu'à partir de 2 ou 3 expériences professionnelles, ce n'est pas c'est moins grave ou c'est même pas tellement important chez qui vous avez travaillé. C'est beaucoup plus important qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez fait. Mais je vous incite à vraiment regarder qui est la personne pour laquelle vous avez allé travailler. La personne, votre supérieur, votre manager, l'équipe dans laquelle vous allez être parce que, si 92 des gens, resteraient, si jamais il y avait de l'empathie, ça vous donne à peu près le chiffre des managers actuellement, qui ont cet aspect empathie, dans leur équipe. 43 des employés qui actuellement quittent, donc ça, c'est des personnes qui actuellement sont en recherche de boulot et qui changent d'activité. Ils citent la culture d'entreprise pour la raison principale. J'ai entendu quelques entreprises se présenter. Vous avez une bonne idée, de voilà, c'est comme un entretien d'embauche, hein. Ils vont se présenter de la meilleure façon, possible, bien évidemment. Ils ont envie que vous travaillez pour eux. Regardez un tout petit peu quelle est la vraie culture d'entreprise. Parlez aux gens qui ont quitté l'entreprise, pourquoi ils l'ont fait. Vous trouvez ces personnes sur internet, sur LinkedIn, vous les trouvez partout. Vous pouvez poser la question pourquoi ils ont quitté. Ça vous donnera une bonne idée, si cela est une entreprise que vous avez envie, d'intégrer. Et ce n'est pas une question d'argent. Donc, si vous avez l'impression qu'il faut, voilà, que c'est l'argent qui fait bouger les gens, ce n'est pas le cas. Il y a statistique après statistique, qui vous diront que, l'argent ne fait pas bouger les gens et l'argent, c'est pas forcément ce que vous fera bouger et c'est pas forcément ce qui vous incite à trouver un boulot. Par contre, c'est toujours ce que les managers pensent, qui attire les gens. Donc, dès qu'il y a des questions, autour de c'est quoi vos expectations salariales ou je sais pas trop quoi, retournez la question et dites, «Le travail que je vais faire pour vous, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qui vaut dans le business plan d'entreprise? Qu'est-ce qui vaut, dans l'activité de ce département? Et quel est le salaire que vous trouvez et qui est, juste et équitable pour le travail que je vais fournir?» Donc, une petite incitation à retourner les choses. 2-3 chiffres de plus, parce que vous allez vous dire: «Mais elle nous parle de quoi là avec tous ces chiffres, hein?» Je vous parle de quelles sont les motivations et quelles sont les données, à d parmi tous les gens que vous avez autour de vous qui bougent dans les entreprises et qui ont envie de, qui ont envie de contribuer à un sens et qui ont envie de contribuer à une stratégie d'entreprise. Ce qu'ils cherchent et ce qu'on a tous cherché peut-être toute notre vie, mais là, ces 2 dernières années nous ont fait réfléchir. Ce qu'on cherche, c'est un endroit où on a l'impression que vraiment contribuer à quelque chose qui est un peu plus grand que nous-mêmes. Quelque chose où on n'est pas, au jour le jour, forcé de faire des tâches, ou dans lesquelles on ne voit pas de valeur. Pas forcément dans la tâche elle-même, mais dans la finalité de la tâche. Il y a beaucoup de tâches répétitives et pas très intéressantes, je vous parle même pas de la comptabilité, d'une petite et moyenne entreprise, hein. Mais, cette tâche-là, vu qu'elle est dans la finalité d'assurer que la continuité dans mon entreprise, je la fais pas forcément avec plaisir, mais certainement avec beaucoup d'attention et c'est exactement la même chose dans toutes les activités que vous allez rechercher et ces chiffres-là, ça, c'est les chiffres de cette année, hein. Ces chiffres-là n'ont pas bougé les 20 dernières années. Ces chiffres n'ont pas bougé et quand j'ai réalisé à quel point, il y avait une disconnexion, il y avait un déséquilibre entre le travail que les gens recherchent, leur qualification et le travail qu'ils allaient faire en entreprise et surtout une carrière professionnelle qu'ils n'arrivaient pas à faire parce qu'il n'y avait pas de structure, parce qu'il n'y avait pas d'encadrement, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de formation continue dans l'entreprise. C'est là où j'ai commencé à m'interroger sur, ça veut dire quoi apprendre dans l'entreprise? Ça veut dire quoi, hem, continuer sa carrière et apprendre un peu plus et continuer à avoir cette curiosité tous les jours? Et qu'est-ce que moi je pourrais faire pour aider les, jeunes ou les professionnels à la recherche d'un emploi ou à la recherche les prochaine phase de leur carrière et les entreprises qui cherchent ces professionnels et c'est là-dessus que je me suis spécialisée avec Digital 360. J'ai
rajouter un tout petit peu sur la théorie des jeux. Le fameux gamification que vous avez entendu avant. Quand j'ai commencé à parler de jeux dans la formation continue, on m'avait dit les jeux c'est pour les enfants. Et c'est toujours quelque chose que j'entends d'ici et là. Les jeux, c'est pas sérieux, les jeux, c'est pour les enfants, on ne peut pas jouer et apprendre, et c'est pas quelque chose qui a sa place dans tout ce qui est apprendre dans l'entreprise. Et j'ai un peu tendance à dire, le contraire et je vais vous expliquer pourquoi. Hem, Candy Crush, c'est pas le plus nouveau des jeux, mais c'est toujours un jeu qui est là. Quand vous regardez le nombre d'heures par an uniquement aux US que les gens passent sur Candy Crush, forcément il y a quelque chose, derrière. Donc, il y a du temps investi par les gens juste pour être sur Candy Crush, pour une raison, ou ailleurs, hein, mais c'est quand même pas mal d'heures, qu'on voit là. Si on comptait que ce genre d'heure est utilisé, par exemple, pour apprendre, par exemple, pour faire du e-learning, ce serait peut-être intéressant de voir ce que le jeu fait, ce que l'apprentissage en entreprise fait pas. Peut-être un autre jeu, si vous dites, ben, les heures, ça veut rien dire, on peut jouer le soir. Si vous connaissez le jeu Game of Thrones, il gagne 19 à 21 millions par mois uniquement aux US, par des utilisateurs du jeu qui mettent de l'argent réel dans le jeu juste pour grandir leur armée ou leur dragon, je ne sais pas trop quoi. Et là, je sais que Pokémon, surtout après Covid, ça n'avait plus trop sa place. On n'allait pas se balader à droite ou à gauche. Mais quand même, dans la première année de lancement de Pokémon, il y a eu 8,7 milliards de kilomètres qui ont été parcourus. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous parle de jeux? Je vous parle de jeux parce que les jeux ont tendance à changer notre comportement et à nous faire des choses que, en règle générale, on a voilà, il y a pas quelqu'un qui doit nous rappeler qu'on doit le faire. C'est pas comme c'était une liste et on se dit: «Ah ouais, je devrais passer 1 heure, par jour maintenant, sur mon jeu». Par contre, quand vous regardez en entreprise et peut-être même en université, certains d'entre vous sont peut-être encore à l'université ou vont juste en sortir, c'est pas forcément vous avez quand même besoin de vous dire: «Je dois réviser encore pour ce cours-là et je dois faire mes leçons». Et c'est là où j'ai connecté les différents aspects. Donc j'ai regardé quelles étaient les choses qui étaient importantes pour un individu d'apprendre. Qu'est-ce qu'il avait besoin intrinsèquement, d'apporter? De la motivation, de la curiosité, la connaissance de soi et accepter d'avoir toujours un parcours d'apprenant. Et qu'est-ce que ça veut dire pour, l'avenir d'apprendre dans une organisation? Donc ce que je fais, en gros, c'est que je vais voir des entreprises et je regarde quelles sont les formations que vous proposez pour, vos professionnels, pour, vos employés. Quelles sont les compétences que vous avez besoin que les personnes dans votre entreprise ont et qu'est-ce que vous faites pour aider les gens à avoir ces compétences, à développer ces compétences, et quels sont les outils que vous leur donnez, quels sont les types de formations que vous leur donnez, quelles sont les carrières que vous leur proposez, le parcours, le mentoring, le coaching, quelles sont toutes les choses que vous avez. Et je ne vais pas vous mentir, la majorité des entreprises n'ont pas forcément tout, voire loin de là. Et j'essaie de donner des conseils sur ce qui peut aider l'entreprise à mieux faire pour leurs employés. Parce que je suis intimement convaincue, après 22 ans dans ce métier, qu'une personne qui sait comment faire son boulot et qui le fait bien, elle aime le faire. Et quand on aime ce qu'on fait et quand on le fait bien, ben, c'est là que, vraiment, ce qu'on appelle toujours la performance et tout ce qui est important pour les entreprises, c'est là où hem, on atteint vraiment la performance dans l'entreprise. Les jeux dans les entreprises, donc c'est pas forcément que je mets les jeux dans l'entreprise, c'est que j'applique ce qu'on appelle la théorie, d'apprentissage. J'applique tout ce que j'ai, appris sur, comment les adultes apprennent, comment les humains apprennent, parce que c'est pas seulement les adultes il faut pas se leurrer, on n'a pas trop changé, de comment on apprend depuis, l'âge de 2 ou 3 ans. C'est juste qu'on a envie de se dire quand on est adulte, on apprend différemment. On apprend quand même toujours de la même façon. On fait un certain encodage, et l'encodage se fait toujours au niveau émotionnel et ne se fait jamais
de la première façon au niveau neurologique. Donc, si vous avez un encodage, donc pour vraiment se souvenir et pour vraiment être capable de se rappeler de ce qu'on a appris, il faut un encodage émotionnel. L'encodage, la mémorisation qui est neurologique se passe qu'après. L'encodage est émotionnel, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit, c'est des fois quelque chose qu'on sent. Et et en appliquant cette méthodologie, en appliquant cette logique qui est toujours la même pour chaque humain, je vais dans les entreprises et je regarde quelles sont les formations qu'ils proposent, quelles sont les choses qu'ils font et je leur dis comment on peut éventuellement mieux faire, faire différemment, sans forcément, voilà, c'est pas une question de, faire, plus ou moins ou plus cher ou plus compliqué ou plus digital. C'est clairement juste appliquer cette grille de, comment apprennent les gens et comment les gens ont envie d'apprendre et de continuer à apprendre, tout au niveau de leur parcours pour arriver à boucler la boucle entre la stratégie de l'entreprise, les compétences des individus et la réalisation de cette stratégie. Voilà un tout petit peu dans les grandes lignes de ce que je fais et pourquoi j'ai monté ma boîte il y a maintenant 5 ans. J'ai monté ma boîte initialement aux États-Unis. L'idée était, tout simplement parce que c'est bien plus facile de lancer sa boîte aux États-Unis. Ils sont quand même beaucoup plus entrepreneurs, que la majorité des Européens et au final, ayant lancé ma boîte, ayant eu, pas mal de succès avec ce que je faisais et les formations que je donnais, je suis revenue en Autriche il y a 2 ans et maintenant on a, 3 filiales. Donc on a toujours, une activité aux États-Unis et on a, une activité ici à Vienne, basée de Vienne et une activité basée de Barcelone. Voilà un tout petit peu, les choses et les activités que je fais. Je voudrais fermer le parce que je suis à peu près là, à la demi-heure, qu'on m'avait donnée avant de lancer les questions et je veux laisser assez de temps pour ça. L'idée, si vous voulez vous souvenir de quelque chose, de ce que nous on fait et ce que font, nos collaborateurs, nos formateurs et nos learning designers dans le monde entier. Donc, on essaie de combiner toutes les choses que vous voyez là, donc la collaboration, le feedback, l'analyse, la mesure, l'engagement, la compétition, etc. On essaie d'intégrer ça dans l'intégralité des activités d'une entreprise au niveau formation, formation continue, ce qu'on appelle l'entreprise apprenante, la learning organization, ou tout ce qui est bien sûr maintenant le lifelong learning, il y a un terme pour ça maintenant, tout ce qui est apprendre tout au long de sa vie, qui est devenu un prérequis, qui est devenu la norme dans toutes les entreprises et pour tous les professionnels. Je pense que j'en suis presque à mon dernier slide. Voilà, j'avais juste quelques petites choses que si vous avez envie de retenir des choses, quelles sont les choses importantes. L'entrepreneuriat, c'est pas évident. J'ai, je me suis un peu leurrée, en me disant, voilà, bah, il y a tellement de théories, il y a tellement d'entreprises, il y a tellement de choses, ça peut pas être si compliqué que ça et il y a une grande raison pour laquelle, uniquement 1 ou voire 1,5 des startups, survivent. C'est que c'est vraiment pas aussi simple que ça. Même si on a une bonne idée, même si on a une idée unique, même si on a la plus grande passion au monde, et franchement, j'en ai pas mal. C'est pas évident de monter son entreprise et vous allez rencontrer une personne qui va vous soutenir et 9 personnes qui vont essayer de vous barrer la route, voler votre idée ou voilà. Par contre, ça veut pas dire ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Ça veut surtout dire, préparez bien votre coup et soyez résilient. S'il y a une chose que je peux vous conseiller avant de vous lancer, c'est de pratiquer votre résilience mentale, plus qu'autre chose et ensuite ça ira très bien. Mais c'est la même chose en être parents et quand on combine les 2, c'est encore pire. Hem Profitez de chaque expérience professionnelle pour apprendre. Je sais que je ne vous vois pas, mais je sais que la nouvelle génération, j'ai pas envie de dire ça parce que vous êtes déjà des jeunes professionnels dans un certain sens. J'étais pareil il y a 25 ans. J'avais tellement l'impression qu'il y a des choses que je peux faire et que j'ai déjà tout vu et je veux juste, voilà, faire et explorer les choses et j'avais l'impression qu'on pouvait quasiment plus rien m'apprendre, hein, j'ai fait des études, j'ai fait plusieurs années et au final, le plus que j'apprends, là à 45 ans, c'est que je ne sais toujours pas
même pas un quart de ce que je pensais savoir il y a 20 ans. Donc, essayez de vraiment voir chacune de vos expériences professionnelles, que ce soit des stages ou peu importe ce que vous faites, comme une opportunité, pour continuer à apprendre et vous former et explorer un tout petit peu la complexité de votre profil. Chaque parcours et chaque profil professionnel est unique, totalement unique. Et si vous utilisez chaque expérience professionnelle pour voir quels sont mes points forts, quelles sont les choses que je sais vraiment, vraiment bien faire. En anglais, on utilise le mot superpowers, super pouvoir. Vous en avez, chacun en a. Essayez de vraiment voir quels sont vos super pouvoirs, quelles sont aussi les limites que vous avez et quel est le contexte parfait pour vous pour mettre en œuvre et pour mettre en activité vos super pouvoirs. Prenez le temps de vous connaître. Vous avez vu avant, c'est un des aspects les plus importants. Sachez qui vous êtes et qui vous aspirez d'être. Et avec ça, oui, ça prend du temps. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on acquiert tout de suite. Et il y a cet aspect d'humilité un tout petit peu pour dire voilà, j'ai toujours cette curiosité d'apprendre, j'ai toujours cette envie d'apprendre. Je travaille avec beaucoup de leaders, des personnes qui sont des professionnels depuis 30 ans, qui ont tellement peur parce que même eux, même après 30 ans dans les entreprises, ils n'ont pas toutes les réponses. Personne n'a toutes les réponses. C'est une illusion de se dire que qui que ce soit a toutes les réponses, surtout pas les dirigeants, non pas les parents, je vous avoue ça tout de suite. Personne n'a toutes les réponses. Mais cette humilité, cette façon de dire, voilà, je connais mes limites, je sais ce que je sais faire et je vais apprendre et continuer à renforcer qui je suis et apprendre qui je suis. Ça, c'est super important et je peux que vous le conseiller. La formation et l'expérience internationale, je travaille avec beaucoup de professionnels de tout âge, de tout niveau. Les Vous avez déjà d'emblée, venant d'un parcours, lycée français, venant d'un parcours international, étant peut-être un ancien ou une ancienne, vous avez déjà cet aspect international qui est loin d'être aussi, générique, qu'on pourrait le penser. Utilisez cela, utilisez cette chance que vous avez. Vous parlez forcément 2 langues, 3 langues, voire même 4. Vous avez énormément de professionnels dans le monde, qui sont pas dans cette situation-là. C'est un atout incroyable, ne soit-ce au niveau flexibilité intellectuelle. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais vous avez une flexibilité intellectuelle et culturelle qui sont un de vos atouts les plus forts. Ça m'a pris un long temps d'apprendre et de voir à quel point ça me permettait d'être flexible, d'être résiliente, de m'intégrer dans les entreprises facilement, dans un monde d'entreprise, parce que vous avez cette notion de il n'y a pas de réalité absolue. Vu que vous avez pu grandir dans un monde culturel enrichissant, vous savez qu'il n'y a pas de réalité absolue, qu'il y a juste différentes perspectives de la réalité. Et croyez-moi, dans chaque parcours professionnel, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être plus flexible et d'aller plus loin. Utilisez votre réseau. Le réseau, là, vous propose des conférences, propose des informations. Vous êtes connecté sur tous les réseaux sociaux du monde. C'est très bien Instagram, ça permet de partager des images, mais il y a plein d'autres réseaux que vous avez. Utilisez-le. Sur les professionnels avec lesquels je travaille, les 2 tiers trouvent leur opportunité professionnelle à travers le réseau. Ils trouvent ça à travers le réseau, à travers des amis, à travers des gens qu'ils connaissent, de façon informelle. La minorité de ces gens, vraiment, se met dans un parcours, j'ai trouvé ce boulot sur LinkedIn et j'envoie mon CV. La majorité, c'est le réseau. Soutenez-vous, soyez curieux de ce que font les autres. Vous serez surpris, peu importe quel parcours professionnel, vous voulez avoir, à quel point vous pouvez vous soutenir. Le monde est assez grand pour nous tous. Je sais que les ressources sont limitées, mais actuellement, les jobs ne sont pas limités. Donc, profitez-en. Vous entendez que quelqu'un a une position quelque part ou cherche un professionnel et vous le connaissez à travers le réseau. Partagez et utilisez votre réseau. Et la dernière chose, avant de finir avec 4 minutes de retard, je suis désolée, c'est
n'arrêtez jamais de vous amuser. Je ne sais pas pourquoi on dit aux enfants, de jouer et puis après on arrête, de s'amuser et d'avoir, du plaisir, dans le sens le plus large, dans ce qu'on fait et comment on le fait. C'est autorisé, ça fait pas mal, tout au contraire, ça fait que du bien. Donc voilà, essayez de et vous pouvez quand vous allez voir, un employeur et cetera, vous pouvez dire: «Écoutez, je suis motivé, j'ai envie de travailler, mais j'ai envie d'avoir du plaisir quand je travaille. Donc, est-ce que je peux comprendre comment mon travail contribue à l'entreprise? Est-ce que je peux savoir quel est mon parcours, dans les prochaines années que vous me proposez? Arrêtez de que les gens vous disent: «Vous vous voyez où dans 5 ans?» Bah, voilà, vous leur posez la question: vous voyez où dans 5 ans et qu'est-ce que vous allez faire en tant que mon employeur pour me permettre d'être là dans 5 ans? Amusez-vous, essayez de voir le côté, joueur et positif et avec ça, j'ouvre aux questions et réponses et j'ai vu qu'il y avait deux trois trucs dans le chat, mais je n'ai pas encore regardé. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Angela, hein, pour cette présentation riche, hein, riche, très riche. Alors, il y a déjà pas mal de questions et pas mal de réactions, d'ailleurs. Alors, juste pour les questions, ce que je voudrais rappeler, c'est que vous pouvez poser vos questions dans le chat ou alors dans les Q&A, dans les questions-réponses. Et vous pouvez aussi lever la main en cliquant sur les 3 petits carrés là et l'étoile où il y a marqué « Manage ». Et là, vous apparaîtrez, on pourra vous faire apparaître et vous pourrez avoir une discussion plus directe où on verra votre visage avec Angela Fegel. Voilà, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Voilà, on va déjà prendre les premières questions qui sont sur le chat. Je pense que tu les vois déjà, Angela, aussi. Peut-être Oui. La première question de Mylène. Oui. Ce n'est donc pas un problème lié au sujet d'apprentissage, mais de manière d'apprendre. Mais le processus de gamification de l'apprentissage est-il plus chronophage que l'apprentissage classique? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre de comprendre le terme chronophage. Alors, Ça veut dire que ça chronophage, prend ça veut plus dire de que ça temps? prend beaucoup de temps, voilà. En fait, non. Et c'est d'ailleurs une des activités, principales que nous on fait, c'est regarder un contenu classique, par exemple dans une entreprise qui fait de l'assurance. Ils ont beaucoup de trainings qui sont régulatoires et franchement, ce que c'est nul à pardon, mais c'est nul à chier. C'est des centaines de slides, que les gens doivent regarder et à la fin, ils ont un test, multiple choice et au moment où ils ont passé leurs 60 c'est bon. Ils ont appris rien. Zéro de zéro de zéro. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est oui, peut-être ça prend un peu plus de temps au début pour regarder, comment est-ce qu'on peut rendre ça, un peu plus intéressant, un peu plus engageant, un peu plus dynamique et interactif pour qu'après ça, l'apprentissage n'est pas, je le mets dans la mémoire courte, et 2 minutes après je ne sais plus ce que j'ai fait, mais pour vraiment se dire, quelles sont les choses que les gens ont absolument besoin et besoin de retenir. Donc c'est plus donner, envie d'explorer les domaines et c'est pas une question du contenu mais c'est la façon dont le contenu est mis en scène et mis en place et ça s'applique de la même façon au je sais pas, cours de finance d'entreprise, que j'ai fait, en MBA, Principles of Finance ou je sais pas trop quoi. C'est un peu ce que personne n'a envie de faire et si la même le même contenu est présenté, par exemple, sous forme d'un jeu d'entreprise où, en tant qu'étudiant, on doit faire 2 ou 3 années dans une entreprise simulée, on doit lire un bilan, on doit, lire toutes les données financières, on doit les comprendre. On doit vraiment comprendre ça veut dire quoi ces données-là et ça me sert à quoi pour, mettre en place ma stratégie? Bah, vous avez pas besoin de votre théorie, et rien du contenu, que vous aviez initialement. Tout ce que vous avez besoin, c'est de dire: «De ces données-là», mais c'est ça peut-être, c'est parce que je le vois pas d'une façon, courte durée ou longue durée. Je me dis: «Ça vaut le coup d'investir un peu plus de temps quand on prépare un cours ou quand on prépare une formation pour après s'assurer que tous les gens qui vont la passer, non seulement ils ont envie de la passer, mais en plus ils apprennent vraiment quelque chose». Si on se dit: «Bah non, tout ce qu'on doit faire, c'est dérouler, des centaines de slides», bah forcément, oui, ça va prendre un peu ça c'est une question de finalité, je pense, derrière. Il y a une autre question peut-être dans les Q&A Mmh mh. de Michel Clark-Hachi.
Et s'amuser en apprenant à l'école, est-ce important aussi, à votre avis? Je pense que s'amuser en apprenant, peu importe où, est important. C'est c'est un peu la mémorisation, que vous a les mémorisations, émotionnelles que vous avez envie de faire. C'est toute la différence entre un enfant qui doit faire ses devoirs et un enfant qui a envie de faire ses devoirs. C'est une question de, voilà, si je dis s'amuser, ça ne veut pas dire, on fait les clowns toute la journée. Ça veut dire, si on regarde et il y a une grande, théorie sur la qu'est-ce que c'est que la gamification, quels sont les différents aspects. Il y a énormément de petites choses qu'on peut faire qui peuvent, rendre les tâches qu'on a besoin de faire plus intéressantes, plus dynamiques, plus passionnantes. Quand je vois les jeux que beaucoup de gens jouent, sur internet, sur leur portable, tout ce que vous voulez, c'est pas des jeux qui sont, super stimulants au niveau intellectuel ou, c'est des tâches très, très répétitives, hein. C'est pas forcément quelque chose qui fait forcément rêver, hein. Quand vous avez besoin de vider vos fermes, dans votre jeu, quand vous avez besoin d'entraîner vos troupes et tout ça, c'est pas forcément quelque chose, vous dites: C'est super passionnant». Mais c'est parce que tout le jeu tout autour est construit de cette façon. Vous avez des points quand vous allez plus loin, vous grandissez, c'est toujours un tout petit peu, plus difficile, mais quand vous êtes au prochain niveau, vous êtes récompensé. Il y a une compétition, en même temps, il y a de la collaboration, il y a tous ces aspects-là et c'est ça qui fait qu'on a envie de jouer et moi, tout ce que, j'essaie de faire, c'est de dire: «Il y a des aspects et des structures et des processus qui vous aident qui font que les jeux, ça nous amuse. C'est font qu'on a envie de jouer et on peut appliquer les mêmes processus à tout ce qui est apprentissage, à l'école, à l'université et dans les entreprises et ça va marcher aussi bien, voire mieux parce que, ouais, c'est vraiment avoir si on dit s'amuser, ça veut dire avoir envie, je pense, au final et on a certainement envie de faire des choses, qui nous font plaisir. Angela, tout à l'heure dans ta présentation, tu disais quand on va par exemple solliciter un emploi et qu'on nous pose la question quelles sont vos prétentions salariales, puisque c'est la question qu'on nous pose souvent, qu'il ne faut pas hésiter à retourner la question et à demander au futur employeur ou en tout cas à l'employeur potentiel et vous, combien est-ce que vous estimez que vous pourriez me payer pour tout ce que je vais faire pour vous finalement. Bon, je trouve que c'est une excellente suggestion. J'ai envie de poser la question, est-ce que ça marche? Hem, la réalisation est venue à un moment donné quand j'ai vu que, la grande majorité des entreprises avaient une grille salariale, en tout cas. Les entreprises, c'est pas comme si, vous pouvez venir avec, je sais pas quel salaire. Même s'ils vous demandent, en fait, la question, elle est là pour voir si vous avez compris, qu'ils avaient une grille salariale, si vous avez compris, quel est le niveau à peu près, de salaire, qui est proposé, en fonction de votre expérience professionnelle, de votre parcours et cetera et c'est pour voir si, c'est un peu une question pour voir si vous avez fait vos devoirs et si vous venez dans l'entretien, de façon préparée. Et, et c'est intéressant d'invertir la question et de dire, bah, je sais que le salaire pour ce genre de position, il est entre ça et ça. Je connais la grille et je suis tout à fait au courant du marché et de la valeur sur le marché. Par contre, je sais que vous avez votre business model dans votre entreprise et ce département et il contribue, ce rôle va contribuer de cette façon. Vous voyez mon parcours, vous voyez mon expérience et vous voyez ce que j'ai à apporter. Qu'est-ce que vous me proposez? Moi, j'ai que fait des bonnes expériences avec. Je conseille ça beaucoup à mes coachés, aux gens que j'ai en coaching, en mentoring. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu vers moi et m'a dit: «C'est quoi cette connerie que tu m'as dit?» Mais c'est au contraire, c'est essayer de montrer que, bah, on s'est posé la question et c'est un peu sortir de ce moule que parce que les gens qui vous interviewent, forcément et ils ont une liste de questions, ils posent toujours les mêmes, hein. Et est-ce que vous avez vraiment envie de travailler pour une entreprise qui vous pose la même question qu'ils vont poser à 700, autres personnes? Et si vous avez envie d'avoir la réponse, vous retournez la question. Ça vous
en fonction de la réponse qu'ils vont vous donner, ça vous donnera une idée si c'est vraiment une entreprise pour laquelle vous voulez travailler. On a Mpai qui est avec nous. Super, on te voit, Mpai. Bonjour. Alors, Mpai qui est une ancienne élève de Jobour, hein, en Afrique du Sud. Oui, oui. Bonjour, merci beaucoup, Dominique. Bonjour, Angela. Donc, je suis arrivée un peu en retard dans votre présentation. J'avais comme question, je ne sais pas si vous avez déjà répondu, qu'est-ce que vous avez fait quel est votre parcours, on va dire, de formation et qu'est-ce qui a mené, en fait, à créer donc cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer cette entreprise Digital 360 sur votre chemin? Non, merci pour la question. J'avais dit ça tout au début, mais je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus parce que forcément, chaque parcours est unique et celui-là est unique à moi. J'ai travaillé dans tout ce qui est formation initiale, puis formation continue. Donc, j'ai fait des études de gestion. Ensuite, j'ai intégré Paris School of Business. J'étais directrice des relations internationales. C'est là où j'ai vu à quel point une expérience, même de 6 mois, d'un an à l'international est enrichissante pour les étudiants. C'est là où la première fois, je me suis posé la question si, au fait, la façon dont on met en place l'apprentissage dans les grandes écoles, dans les universités, il n'est pas complètement à côté de la plaque et ça ne devrait pas être beaucoup plus l'expérience et expérimenter les choses, vraiment apprendre en faisant plutôt que la théorie pleine et bêtement répétée et puis les examens qui vont derrière. Et de là, je suis allée chez HEC à Paris, à UM Lyon, Harvard Business Publishing. Donc, j'ai fait un peu le tour de la crème de l'apprentissage initial et professionnel pour me dire, il doit y avoir encore mieux ailleurs. Il doit y avoir moyen de dire, je suis agnostique des institutions, je suis agnostique des formateurs ou des théories et je regarde juste comment apprennent ou comment les gens ont envie d'apprendre et qu'est-ce qui fait que l'apprentissage est voilà, durable ou peu importe comment on veut l'appeler. Et c'est comme ça et sur ça que j'ai intégré tout ce qui est gamification et c'est pour cela que j'ai créé mon entreprise parce que j'ai pas trouvé ma place dans n'importe quelle entreprise avec cette idée de vouloir changer la façon dont les entreprises et les personnes dans les entreprises apprennent. Donc, il fallait créer ma propre boîte pour le faire. Est-ce que ça répond à votre question? Oh. Allô, vous m'entendez? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Bonjour. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous expliquez. Et, vous voulez revenir sur ce que vous avez dit par rapport aux slides qu'on nous donne souvent dans les entreprises ou bien même à l'école quand on apprend nos cours. Je n'entends pas Mylène, mais c'est peut-être de mon côté. Nous, on n'entend pas Mylène. Hein. Ah. Est-ce que tu peux parler, Mylène? On va vérifier si Angela t'entend. D'accord. Vous m'entendez? Oui, là, je vous entends, oui. D'accord. Je disais que ce que vous expliquez par rapport aux slides qu'on donnait dans les entreprises ou même celles qu'on donne encore à l'université, on donne des centaines de slides à apprendre. Et finalement, à la fin du semestre, on se rend compte que la majorité des informations n'est même pas restée sur notre mémoire à long terme. Et donc, je voulais savoir, vous avez expliqué un peu la gamification dans le cadre des entreprises, mais je voulais savoir quelles techniques, quelles méthodes je pourrais appliquer à mon apprentissage à l'université pour rendre ça un peu plus intéressant. Vous êtes dans quel domaine? Je suis en sciences politiques, je suis en licence 1 à Nanterre. En sciences politiques. Parce que c'est ça qui voilà, il y a la méthode est différente en fonction de la matière. Si c'est économie et gestion, ce serait un autre conseil que sciences politiques. Moi, l'expérience que j'ai faite, c'est je vais essayer de revenir sur mes slides parce que je suis pas sûre que on avait le temps. Je vais essayer d'aller en arrière. Je ne suis pas sûre si mon système m'autorise. C'est une sorte de cycle. Le cycle, c'est toujours de découvrir et puis d'essayer.
Donc, découvrir une idée, une théorie, une explication, ça peut être très, très court, hein. Et puis, de l'application. C'est vraiment l'application qui fait, voilà, c'est nous, ce que moi, j'ai développé et c'est un peu la pratique que nous, on utilise, peu importe quelle matière. C'est trouver un moyen une fois que la matière ou le contenu a été découvert ou a été présenté, idéalement de façon la plus courte possible, de donner une occasion, une possibilité d'appliquer par un projet, par une recherche, par quelque chose qui est vraiment, je dois appliquer ce que je viens de découvrir. Et après, je réfléchis, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui était utile. Et c'est ensuite utiliser cette réflexion pour la base pour aller au prochain niveau. Les slides ou tous les livres, ça restera des slides et des livres tant que vous n'avez pas appliqué, que vous avez mis ça en pratique. Appliquer en tant que mise en pratique. Une fois que vous mettez les choses en pratique, c'est là où vraiment vous avez cette mémoire des muscles, un peu comme une personne qui va courir un marathon, hein, qui doit s'entraîner un peu tous les jours. Et c'est la même pratique ici. Découpez les choses en beaucoup, beaucoup plus de petites entités et puis mettez de l'application d'une façon ou d'une autre à tout moment. Les jeux d'entreprise, les business games sont une façon de le faire, ça marche très bien, mais les projets en groupe, les projets de recherche, les mini-stages en entreprise, les mini-projets en entreprise, il y a plein de choses comme ça qui marchent très, très bien. Très bien. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que Gabriele avait posé une question également un petit peu plus tôt. Je crois que l'apprentissage ne se termine jamais, dans le sens que chaque chose qu'on apprend, on comprend que 1000 autres doivent être apprises. Et ma question est sur les différences que vous voyez entre les États-Unis, où c'est plus facile. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, Gabriele. Je te laisse peut-être. N'hésite pas à lever la main pour qu'on puisse te faire interagir avec Angela. Gabriele. Et sinon, en attendant... Voilà, Gabriele a levé la main. Ah, parfait. Il arrive, voilà. Il arrive, super. Oui, la question a été partagée en plusieurs parce que je ne m'étais pas rendu compte du limite des caractères dans la chose. Et ma question a été entre les dix. Étant donné que votre expérience professionnelle était en partie aux États-Unis et puis en partie en Europe, je crois que vous avez bien souligné que le contexte entre Europe et États-Unis est extrêmement différent. Et si vous pouviez approfondir cette question, parce que pour le peu que j'en sais, ce qui est relativement facile à faire aux États-Unis est presque impossible dans plusieurs pays européens, dont le mien qui est l'Italie, faute de possibilités d'obtenir des financements sur des projets ou pour une législation beaucoup plus lourde, réglementaire, etc. Donc, si vous pouviez un peu approfondir la différence entre États-Unis d'un côté et pays européens de l'autre pour ce qui est de votre expérience. Monter une idée ou une entreprise aux États-Unis est beaucoup moins chargé de risques parce que au final, ils ont une culture où c'est tout à fait normal. Quasiment tout le monde, il y a beaucoup de gens qui, à côté d'une activité professionnelle régulière, ont leur petite boîte, ont leur petite activité à part. Tout ce qui est la gig economy, donc des professionnels qui uniquement vont de projet en projet, qui vendent leur expertise pour des projets en entreprise, c'est quelque chose qui vient de là-bas. C'est une mentalité différente. Ceci dit, ça commence à changer ici aussi. C'est pas quelque chose où l'Europe, parce que je travaille beaucoup avec les entreprises ici, vous avez un danger actuel qui est l'âge moyen dans les entreprises. Chaque entreprise à laquelle je parle qui est en Europe, elle a une moyenne d'âge, et je vous dis une moyenne d'âge de ses employés qui est au-delà des 45 ans. C'est une moyenne d'âge. Donc, vous n'avez pas assez de jeunes qui intègrent ces entreprises et vous avez tout un conseil de dirigeants qui vont partir dans les 5 prochaines années et ne se sont pas du tout occupés de qui va prendre le relais et qui va prendre la suite. Les jeunes ne sont pas préparés pour le faire et les jeunes n'ont pas forcément envie de le faire parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ils se disent mais ça ne va pas la tête, on préfère faire autre chose.
Donc, la culture aux États-Unis d'un niveau entrepreneuriat, elle est différente. Ceci dit, l'Europe a les avantages peut-être de, comment dire, ce que vous dites avec les structures qui sont lourdes, qui sont longues, etc. Tout à fait, mais elle a un soutien financier pour les entreprises qui est quand même meilleur que ce qu'il y a aux États-Unis. Fonder une entreprise est plus facile là-bas, la soutenir et la maintenir est plus facile ici une fois qu'elle marche. Donc ça, c'est en tout cas mon expérience personnelle. Au niveau apprentissage, au niveau faire bouger les choses dans l'entreprise, c'est tout à fait aussi inerte là-bas que c'est ici. C'est une question de changer les mentalités dans les entreprises et les mentalités sont tout aussi difficiles à changer, peu importe la culture. J'ai rarement vu une culture qui était culture géopolitique et ou entrepreneuriat d'une entreprise qui était ah ouais chouette, on veut changer les choses. Même une entreprise jeune, même les Google, les Facebook ou les encore pire, c'est quoi tout ce qui est Zoom, etc., les gens de scooters électriques, donc les choses qui sont la nouvelle mobilité, ça n'a pas quelques années, ils sont quand même aussi difficiles de changer au niveau culture, comment on met notre stratégie en place, comment on intègre les personnes, comment on recrute, comment on traite ce qu'ils appellent la ressource humaine, j'adore quand ils disent ça, et au final, ils la traitent pas du tout comme une ressource, ils la traitent comme un, ouais, c'est un peu comme un ingrédient qui est censé marcher de la façon dont la recette elle le dit. Et changer ces mentalités-là, j'ai pas vu que c'était plus facile ici qu'ailleurs. Alors peut-être il nous reste peu de temps, on a moins de 3 ou 4 minutes pour conclure. Je crois qu'il y a une dernière question. Oui, voilà. Est-ce que vous serez dans la salle après pour interagir davantage? Oui, parce que ensuite, il y a la salle avec les exposants où vous pouvez continuer d'interagir et de parler avec Angela. Il y a les espaces lounge aussi jusqu'à 20h. Mais à 18h15, Pai, Angela et tout le monde, à 18h15, c'est en direct la remise du prix de l'engagement de l'Union à LFM. Donc, on va présenter les différents projets et on annoncera le prix de l'engagement 2022. Mais évidemment, après ça va être à peu près à 18h15. Après ça, et même un petit peu avant, vous pouvez évidemment continuer à interagir avec Angela. Voilà, les salles lounge sont là. Vous pouvez prendre une table, il faut vous installer. C'est en allant dans votre onglet, vous allez voir espace lounge et vous pouvez vous installer là sans problème. Voilà. Angela, peut-être je vous laisse le mot de la fin puisqu'on doit, je crois qu'on doit quitter la salle pas trop tard pour pouvoir tenir les temps du programme. Peut-être un petit… Alors, je vois déjà plein de félicitations pour Angela. Moi, déjà, je vous remercie, Angela, pour la clarté de la présentation, la passion aussi dans la présentation, parce que ça fait toujours du bien pour nous autres, pour les anciens élèves et pour le réseau d'avoir accès aussi à d'autres anciens élèves qui ont réalisé des choses et qui viennent partager leur expérience. Donc, merci beaucoup. Et je vous laisse le dernier mot peut-être. Oui, donc merci beaucoup déjà. Merci à vous d'être venus en fin de journée. Je sais que c'était une longue journée très enrichissante, très intéressante. Je pense que au final, s'il y a une chose que j'ai envie de dire et que j'ai envie que vous retenissiez, c'est les conventions et les règles, c'est bien, mais aller chercher vraiment le parcours et le chemin qui vous semble voilà, être le plus en alignement avec vos envies et avec votre vision de ce que vous voulez faire et qui vous voulez être. Et tout le reste se mettra en place en fonction de ça. Écoutez vous-même avant d'écouter qui que ce soit, inclus moi. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est celui-là. Et n'abandonnez jamais ce que vous avez envie de faire. Et merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité d'interagir. Et oui, je vais essayer de trouver la lounge pour ceux qui ont envie de discuter encore un tout petit peu. Merci beaucoup, Angela. Merci beaucoup à tous. Et on va se retrouver dans
Je vais faire une petite annonce là d'ici 2 minutes pour préciser où se passe la remise du prix de l'engagement et je vous attends à 18h15, donc juste le temps de faire une petite pause, de discuter, d'aller déjà commencer à repérer peut-être les espaces lounge si vous voulez et à 18h15, on se retrouve pour le prix de l'engagement. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci.